la VOD. Alors, ce soir, on va construire les conteneurs GoHarbor en utilisant les binaires qu'on a réussi à trouver la dernière fois. Voilà, programme de la soirée. Donc tout d'abord, on va sur le journal de bord, nouveauté 2021. Donc, l'idée donc de ce soir, trouver les binaires qui font GoHarbor, on va les mettre dans les conteneurs maintenant, et en plus, on va faire un conteneur à notre sauce avec le projet officiel de Docker Registry qu'ils appellent Docker Distribution. Donc je vais mettre le lien. Embed Docker Distribution. Hop. Un petit point. Pourquoi? Parce que... Bonsoir. Comment vas-tu, Dalongo54? Parce que GoHarbor s'appuie sur le registre officiel de Docker en back-end. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, le journal de bord, il est disponible. Je mets le lien sur le chat. Ici. Voilà. Je vais le faire au fur et à mesure du stream. Comme ça, on garde une trace écrite de ce que j'ai fait dans le stream. Bon. Donc déjà, on va commencer par nos conteneurs classiques à la sauce Limawi, en prenant les binaires qu'on a récupérés la dernière fois. Alors, des binaires qu'on a récupérés, on en a 1, 2, 3, 4, 5. Ces trois-là, c'est un conteneur chacun, et ces deux-là vont être dans le même conteneur. Donc déjà, on va refaire tourner le truc pour voir si on les retrouve correctement. Oui, je fais des VOD sur YouTube. Alors, donc là, j'ai nettoyé l'environnement de test. Et donc, à partir de là, je vais extraire et compiler les binaires du projet officiel GoHarbor. Parce que ce que je veux, c'est pas réutiliser les conteneurs qu'on fait GoHarbor. Ah ben merci, tu suis les VOD. C'est cool. Ben écoute, merci. Donc l'idée, c'est pas de réutiliser les conteneurs que nous fournissent GoHarbor, parce que si on fait ça, au bout d'un moment, on va se retrouver, imaginons qu'on ait une dizaine ou une vingtaine de projets sur l'infrastructure, on va se retrouver avec tout un tas... Le stream va te spoil. Ah, désolé. Donc on va se retrouver avec tout un tas de conteneurs avec des OS différents, des façons de faire différentes et tout. Et donc pour manager ça, ça va être impossible. Donc l'idée, c'est à chaque fois qu'on veut mettre en place un service, on extrait le binaire, on compile le binaire, ou on prend le paquet source, et on le remet dans un conteneur à notre sauce. Ce qui permet de normaliser l'ensemble des conteneurs, même OS, même façon de faire, même façon de déployer, et donc c'est beaucoup plus facile à gérer. Voilà. Donc en fait, par rapport à quelqu'un qui prendrait les conteneurs officiels, on perd un peu de temps par rapport à lui au début, mais on en gagne beaucoup après, et en stabilité, et en sécurité, en performance, on en gagne beaucoup après.
Et donc, tu es venu par YouTube d'Alongo 54? Et ça permettrait de les rendre compatibles entre Docker ou Podman, en gros. Je découvre encore les conteneurs. Alors, normalement, Podman prétend qu'il est intercompatible avec Docker. Alors, il y a des petites subtilités à la marge. Il y a quelques trucs où c'est pas tout à fait le cas encore. Il y a des tickets ouverts sur le projet Podman. Mais normalement, si tu fais un conteneur compatible pour Docker, il devrait être compatible pour Podman. Dans le cas général. Là, l'idée... Avec les vidéos sur CoreOS. Ah, ok. Bah écoute, cool. Eh ben, CoreOS, donc, t'as compris ce que c'était avec mes vidéos. En fait, c'est un OS sous-jacent pour gérer le hardware ou les VM sur lesquels sont posés les conteneurs. C'est pas un OS de conteneurs, c'est un OS qui fait tourner des conteneurs. Et là... pour un projet dans ma licence, et depuis, je suis tes vidéos de temps en temps. Ah ben, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Donc là, l'idée... l'OS de base qu'on utilise, pour l'instant, c'est Ubuntu. Pourquoi Ubuntu? Parce que c'est l'OS Linux le plus largement répandu, le plus largement utilisé. Et donc, ça permet à quelqu'un qui découvre les projets et qui veut réutiliser nos projets dans son infrastructure, de ne pas avoir beaucoup d'efforts pour comprendre entièrement un nouvel OS, pour pouvoir utiliser nos conteneurs. Ubuntu fonctionne correctement pour du conteneur. Alors, c'est sûr, c'est pas le plus optimisé. Mais c'est quand même pas mal optimisé. Le plus optimisé, ça pourrait être Alpine, même s'il y a encore des choses à dire sur Alpine. Mais le problème, c'est qu'Alpine, c'est connu par quasiment personne, quoi. Donc voilà, donc de GoHarbor, on extrait 3 binaires, plus 2 helpers, qui sont des binaires, mais je les nomme helpers parce qu'ils ont une fonctionnalité différente. C'est-à-dire, contrairement aux binaires qui fournissent un service et qui sont là en permanence, les helpers sont juste là pour faire des migrations. Donc en fait, ils sont démarrés, ils sont activés au démarrage du service, et une fois que la migration est faite, ils sont éteints. Et le dernier paquet, c'est un paquet Node.js. Voilà. Donc, on a tous nos paquets là. Donc, à partir de là, on va générer nos conteneurs. Donc, si tu suis mes vidéos depuis un certain temps, Dalongo, tu connais... Je peux raccourcir en Dalongo ou le 54 est important? Donc, tu connais la suite, c'est qu'en fait, on va faire des fichiers de var, un playbook qu'on va remplir avec ce qu'on veut, et on va construire nos conteneurs à partir d'Ansible. Donc, on va faire un fichier build init. Donc, celui-là sera en charge de faire le script de démarrage et donc de faire justement tourner ces deux binaires migrate et migrate patch. Ensuite, on va faire un fichier build core qui... Non, un idiot m'a piqué le pseudo Dalongo. Le 54 est inutile. Très bien, alors Dalongo, ça ira. Un build core. Donc lui, il sera chargé de construire le conteneur qui contient le noyau de GoHarbor. Ensuite, on va faire un build job service. Donc lui, il sera chargé de faire tourner le conteneur qui fera tourner les jobs en asynchrone, c'est-à-dire toutes les tâches de fond. Et ensuite, un build qui lui sera chargé de faire tourner l'outil qui fait la connexion entre GoHarbor et le registre officiel de Docker. Donc registry CTL. Donc l'accès à un registre en ligne de commande. CTL. Voilà. Et enfin, l'interface web.
Donc ça, c'est Portal. Donc, pour ça, je ne vais pas chercher très loin. Je vais reprendre un vieux projet et m'inspirer du vieux projet. Enfin, vieux projet. C'est un projet que j'ai développé en octobre. Donc, je vais reprendre les build init de ces projets-là. Donc là, c'est le projet de référence, c'est HashiCorp Vault, qui était un gestionnaire de secrets. Et on va réadapter. Donc, ce qu'on veut, c'est un portal. Petite question un peu hors sujet. Alors, par rapport au projet que tu fais actuellement, quel était le but de faire de la virtualisation avec des conteneurs? Ce que tu faisais fin décembre, il me semble. Pas si vieux de moi, ouais. Ah, alors, c'est intéressant. Donc, tu parles de Vagrant et libvirt. Effectivement, c'est ce que j'ai fait en décembre. Alors, l'idée de Vagrant et libvirt, c'est d'avoir un environnement de test qui ressemble à du hardware ou de la VM, grâce à Vagrant, mais qui est le même cycle de vie qu'un conteneur. L'idée, c'est de s'en servir pour les mettre dans notre intégration continue et pour pouvoir tester des projets qui ne peuvent pas être containerisés. Il y en a un, par excellence, c'est Kubernetes. Si on veut déployer du Kubernetes, il faut pouvoir tester du Kubernetes. Et Kubernetes en lui-même ne peut pas être containerisé, parce que c'est l'œuf et la poule. Kubernetes sert à gérer des conteneurs, donc lui-même ne peut pas être containerisé. Parce que s'il est containerisé, qu'est-ce qui gère les conteneurs Kubernetes? Un autre Kubernetes? Et donc celui-là, qu'est-ce qui le gère? Un autre Kubernetes? Donc à un moment donné, on est obligé d'installer Kubernetes directement sur des VM ou du hardware. Et donc Vagrant libvirt, l'association des deux, que j'ai développé en décembre, sert à modéliser cet environnement de VM et de hardware pour pouvoir tester des outils comme Kubernetes. Et nous, en l'occurrence, on va s'en servir pour tester des collections en cible qui permettront de déployer ce que je fais là actuellement en conteneur, avec des réplications multiserveurs, etc. Parce que nous, on va d'abord déployer notre intégration continue directement sur de la VM ou du hardware avec une collection en cible, et après on verra pour Kubernetes. Parce que j'hésite à déployer notre intégration continue directement sur Kubernetes en sachant que cette intégration continue sera chargée de tester Kubernetes. Si jamais elle teste mal, et donc on déploie un Kubernetes foireux, on se retrouve lock out, sorti de notre Kubernetes, et même de l'intégration continue. D'accord. Et là, tu continues de t'enlacer avec Arbor pour Kubernetes. Avec Arbor, en général. Avec Kubernetes, oui, mais en général. C'est-à-dire que là, l'idée de GoArbor, c'est qu'aussi on lui fasse une collection en cible. Pourquoi? Parce que Kubernetes, les processus Kubernetes, même si on les déploie en dehors de Kubernetes, eux-mêmes peuvent être conteneurisés. kubectl, kubeadm, non, kubeadm c'est un projet qui les déploie, mais kubemaster ou kubeworker, tous ces binaires-là, ils peuvent être conteneurisés. Et donc, il faut bien un registre de conteneurs qui sont en dehors de Kubernetes pour pouvoir livrer à Kubernetes ces conteneurs-là. Voilà. Donc en fait, là, on fait tout du sous-jacent à Kubernetes. Et une fois qu'on aura fini cette couche-là, après, on se préoccupera de voir si on met sur Kubernetes. Donc, je reprends où j'en étais. Donc, copain, pas Portal, mais GoArbor, Portal. Lui, on va pas lui mettre d'extravar pour le moment. Ok, d'accord, je comprends, merci. Non, mais tu peux intervenir, écoute. Moi, ça me permet aussi de réorganiser mes idées. Parce qu'en expliquant, je refais mes fils, je refais mes raisonnements. Donc je vois si je me suis pas planté, hein, parce que c'est possible que des fois, je sois allé dans une mauvaise direction. Donc c'est pas mal. Alors, du coup, GoArbor
portal. Ça, c'est plus nécessaire. Ça, c'était un petit RM de migration qui datait de l'époque où on gésipait pas encore les archives. Maintenant, on les gésipe tout le temps, donc il n'y a plus besoin de ça. Alors, Go Arbor Portal. Et j'aime bien que ça soit équivalent, la ligne au-dessus et ce qui est écrit en dessous. Et pour le log soit un peu très beau. Donc là, l'idée, c'est qu'on construit un pré-conteneur. Donc c'est un conteneur qui contient le calque de base, donc notre Ubuntu. C'est un Ubuntu où on a enlevé énormément de bibliothèques. Hein. C'est un Ubuntu très, très réduit. Je crois qu'il fait 54 mégas à la balance. Donc c'est très léger. Et dessus, on lui applique notre script en cible, notre playbook en cible, qui va donc le remplir, ce conteneur, le construire. Et à la fin, le playbook en cible lui-même fait un commit, c'est-à-dire il fige le conteneur. Et là, on sauvegarde ce conteneur dans une archive pour pouvoir transférer entre les étapes. Alors, bon, donc ce script, il est similaire, à peu de choses près entre tous les trucs. Donc ça me pose la question plus tard de le templater. Parce que ça sert à rien de répéter les choses, il vaut mieux les templater. Surtout pour la subtile différence qui consiste juste à changer le nom. Hop. On passe au suivant. Init. C'est Arbor init. Mais du coup, t'as pas encore commencé la collection Go Arbor. Tu t'es arrêté à la collection Vagrant. Donc là, t'es en plein spoil. Voilà. Ensuite, le job service. Non, j'ai regardé jusqu'à ce que tu regardes les binaires utilisés par Arbor. Ah, bah donc tu sais à peu près où on en est. Bah cool ça. Parce que tu vois, le souci de Go Arbor, c'est qu'ils font un script d'installation où eux-mêmes ils construisent leurs conteneurs et ils construisent ce qu'ils considèrent être l'environnement immédiat des conteneurs pour, juste en faisant tourner le script d'installation, on ait un Docker Compose, une sorte d'infrastructure Go Arbor toute prête. Le problème, c'est que pour maintenir ça après, bah, c'est extrêmement compliqué. Hein. Et d'ailleurs, si tu as vu les vidéos, tu as vu que leur script n'était pas très stable. Hein. T'es pas trop à la bourre, alors ça va. Alors. Go Arbor Job Service, et donc il reste Registry CTL. Ah. Registry CTL. On va faire copier-coller.
J'ai tapé à côté. Alors, je travaille pour ma boîte. C'est-à-dire, je suis un des patrons de la boîte. Voilà. Copaint, Goarbor, registry CTL. Donc ça, c'est bon. Le prepare, il est bon. On a nos fichiers là où il faut. Donc du coup, on va s'attaquer maintenant au playbook. Alors, j'ai beaucoup de monde dans mon workspace. Voilà, playbook. D'abord, première phase simple. Là, du coup, on va s'appuyer sur Vagrant parce que j'ai fait des petites modifs pour mieux gérer le playbook par rapport à HashiCorp qui date d'octobre. Donc profitons-en. Donc voilà, la modif elle est simple, j'ai fait en sorte que on n'ait plus à introduire en ligne de commande le var file spécifique, il est directement dans le playbook. Voilà. Le patron qui bosse pour son propre patron. J'espère que tes horaires sont cool et que tu parles pas trop de lui sur les streams. Ouais, écoute, les horaires... je suis dur avec moi-même. Alors, du coup, au lieu d'appeler un extra fichier, on va appeler un extra var cette fois. C'est beaucoup plus léger. Donc ça, c'est la petite nouveauté que j'ai mise en place dans le projet Vagrant. Et le jour où j'aurai un outil de templating et de synchronisation, je ferai en sorte que tous les projets soient synchronisés entre eux. Comme ça, toutes les petites nouveautés que je trouve sur les projets plus récents, les projets plus anciens en profiteront. Donc là, du coup, le container name, c'est core. Init. Job service. Et donc cette petite variable-là va permettre d'appeler les vars, les fichiers de variables spécifiques. Et c'est plutôt pas mal. Et registry CTL. Donc, à partir de là, on va faire les fichiers de variables spécifiques. On a un fichier de variable général. Alors, première étape, c'est qu'on va essayer de mettre un user et de lui déterminer... Bon, je vais mettre ça de côté et je vais reporter, comme ça on visualisera bien. Donc on va s'assurer déjà d'un interpréteur correct, Python 3. C'est des binaires, donc on ouvre le rôle binaire dans la collection en cible. Et comme user, on va mettre go harbor, go harbor, et on va lui mettre un UID 1016 et un GID 1016. Voilà. Ça, c'est le fichier de variable général. Maintenant, le fichier de variable particulier, eh bien, quel projet d'exemple je vais pouvoir prendre? Je réfléchis.
comment m'y prendre? Parce qu'il y a une petite subtilité par rapport au projet précédent. C'est que là, on a à la fois des binaires et un Node.js. Donc il faut pouvoir traiter Node.js différemment des binaires. Du coup, donc on va commencer avec build core. Donc on va faire un copier. Ah. Je peux faire où le coller? Ça me laisse de la place où? Sympa. Past, voilà. Alors, var score. Ok, il a tout ça, mais nous, ce qu'on veut, ça sera ici, Binaries Project True. Parce que celui qui aura le projet Node.js, il n'aura pas ça. L'interpréteur, il reste sur le général. Et du coup, sur le général, il faut enlever celui-là. Bon, je vais écrire dans le journal de log pour qu'on s'y retrouve. Il y a 2 types de conteneurs. Un qui gère les binaires. Et l'autre qui gère du Node.js. Ces deux types ne faisant pas appel au même langage de programmation et donc au même environnement, leur configuration, donc les var files, hein, hop, doivent être différentes. Voilà. Donc du coup, il y en a 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, si on prend les deux ensemble, qui ont un Binaries Project True. Et celui de Portal, c'est false. Par contre, Portal, lui, ça sera Node.js True, Node.js Project True. C'est-à-dire que Portal, il aura intégré un environnement Node.js. Donc, se dire, chez nous, c'est Yarn installé et la nécessité d'avoir un log file en Yarn et un package.json. Voilà. Donc, Varcore, qu'est-ce qu'il a d'autre? Alors, Varcore, il faut qu'il intègre le projet local qui n'est pas concours en l'occurrence, mais qui est Arbor Core. Voilà. Donc pour Varcore, pour l'instant, pas besoin de plus. On verra après s'ils ont besoin, si ça a besoin de bibliothèques particulières, etc. Mais pour l'instant, pas besoin de plus. Le truc que j'ai pour l'instant pas déterminé, c'est comment il arrive à lire son fichier de configuration. Mais ça, pour ça, on va relancer un Vagrant, un conteneur Vagrant, et voir comment fait l'équipe dans son exemple de base. Donc, ici, les binaires, c'est quel type genre de fichier en fait? C'est du Go. C'est des binaires Go compilés. Mais du coup, comme c'est compilé, on n'a pas besoin d'environnement Go. C'est portable. Alors, nous, pourquoi j'appelle ça Binaries Project? Parce que sous-jacent dans la collection cible, il y a un rôle spécifique pour gérer les binaires.
Et il consiste en gros à vérifier leur hash et leur signature si c'est des binaires qu'on récupère à l'extérieur, et à les mettre dans un bon répertoire. Donc si on veut les faire tourner en route, c'est user local bin, et si on veut pas les faire tourner en route, c'est un répertoire spécifique, et à déclarer le chemin dans pass, dans la variable pass, la variable d'environnement pass. Voilà. Donc, c'est pas un environnement Go parce que c'est déjà compilé. Donc, si par exemple demain on prend des binaires en C++ déjà compilés, du C déjà compilé, du Rust déjà compilé, ça sera le même rôle. Alors. Donc, je vais faire un vagrant up d'un côté. Pour voir comment il appelle son fichier de configuration. Et pendant ce temps, je vais faire le même fichier var quelque chose pour job service, init et registry.ctl. Alors, copie, paste. Job service. On va repaste. Où qu'on peut repaste? Là. Init. Et registry.ctl. Voilà. Donc là, les différences sont minimes. En gros, on va dire que c'est un projet binaire. Et à chaque fois, on va charger. Donc pour celui-là, on en charge 2. Migrate. Et migrate patch. Ok. Job service. Lui, on va faire arbor job service. Voilà. Et celui-là, c'est arbor registry.ctl. Ok. Donc là, on a les fichiers de variables, on a le fichier build. Et donc, il nous restera le cas particulier de Portal, donc le projet Node.js. Mais là, ce qu'on va faire maintenant, c'est les déclencheurs pour VS Codium, parce que je suis sur VS Codium, pas VS Code. Et donc, c'est des déclencheurs spécifiques. Bon, c'est les mêmes que VS Code, hein, mais il faut les construire. Et donc, en gros, là, j'ai juste modifié ça. Clean. Prepare. Et je vais déplacer ces Docker Compose dedans. Et les renommer. Voilà. Comme ça, ils seront bien reconnus partout. Comme étant des fichiers Docker Compose. Alors, du coup, local clean. Ok. Et prepare.
Donc ça, c'est aussi une petite nouveauté, c'est qu'en gros, au lieu de faire des Docker Compose avec un nom particulier, je me restreins à juste dockercompose.yml. Pourquoi? Parce que ça permet d'être plus compatible avec tout un tas de bots, notamment des bots de mise à jour, etc., qui ne comprennent que dockercompose.yml et dockercompose.override.yml. Alors, maintenant, pour pouvoir faire tourner mes constructions, il va falloir que je fasse un dossier build core et que dedans, je mette un Docker Compose correspondant. Alors, je reprends sur un vieux projet. Alors, build core. Hop. Ok. Alors, le conteneur d'IND, là, il est obsolète. Donc, je vais chercher une version plus récente. Voilà, ça sera une meilleure version. Donc, on a build core. Ensuite, on a build job service. Qui lui aussi a son Docker Compose. Je me redresse. Ok. On a ensuite init et registry CTL. Alors, je vais juste enlever ma veste. Un poil flou. Alors. Il y a un truc à voir. Registry CTL, Job Service, Init et Core. Bon, on est bon pour ça. Ensuite, il faut faire le script bash qui permet de les activer.
Voilà. Local. Build. D'accord. Local. Build. Job service. Avec un SH à la fin. Voilà. Registry CTL et puis Portal. On verra après Portal. Local, build, registry, CTL.sh. Bon, maintenant il reste à juste rédiger les commandes dans le VS Code, dans le Tasks JSON, et on sera bon pour ça. Donc on pourra déclencher des builds. Build core, donc c'est local build core, jusqu'à ce que je trouve une façon plus simple de faire ça encore, mais on verra. Parce que là, il y a un fichier que j'aimerais bien enlever, c'est le bash là. Et aller directement sur le Docker Compose. Mais on verra plus tard. Alors. Local build core, ok. Ensuite, on a build init. Ensuite, on a build job service. Alors, je vais noter sur le carnet de bord. Construire les conteneurs contenant les conteneurs binaires avec le rôle alors le FQDN du rôle c'est Computer Environment Binaries. Ah, Medium, ça aime pas faire des... Ah non, je veux pas là. Bon, alors on va l'écrire. Environment.
.binaries. Et le conteneur Node.js avec le rôle .environment.node.js si je ne m'abuse. Voilà. Donc c'est ce qu'on fait là. Ah, on fait CTRL-S, ça saved. Est-ce que ça publie? Est-ce que ça me permettrait de ne pas sortir de... Bon. Alors, j'en étais où? Donc le JSON, on lui a fait build job service, on lui a fait init, on lui a fait core, et reste registre ICTL, portal, on verra après. Voilà. Bon, maintenant qu'on a ça, on va faire tourner ces scripts. Juste avant de démarrer. Voilà, il faut un tiny et un container entry point. On va faire les entry points d'abord. Déjà, on va s'assurer que Tiny est bien installé. Mais normalement, dans le calque de base, Tiny est bien installé. Alors Tiny, qu'est-ce que c'est? Tiny, c'est un petit gestionnaire d'init. Un petit init spécifique au conteneur. Fait pour tourner dans du conteneur. Donc c'est lui qui a la charge de démarrer le process du conteneur. Et de l'éteindre correctement. Et donc Tiny... on lui fait appeler l'entry point après. Ça dans l'entry point général. Alors. Du coup, on va faire des entry points spécifiques à chaque conteneur. Donc celui-là, c'est core. Donc on va lui faire un entry point core. Celui-là, c'est init. Celui-là, c'est job service. Alors, nos entry points, ils ont des particularités intéressantes. Que je vais vous expliquer tout de suite. Registry CTL. Donc, on va commencer avec le core. Pourquoi pas. Donc, c'est dans template, conteneur, entry point.sh.j2. Voilà. Et on va en reprendre un. Alors, incorrect. Allez, celui-là me paraît bien. Bon, donc je reprends l'entry point que j'ai fait pour concours. Et puis on va l'adapter. Donc là, c'est entry point SH? Non, c'est pas SH. C'est core qu'on veut. On va changer son nom. Voilà. Je vérifie que c'est bien le bon nom. Ouais, tirer core, c'est bon. Alors, du coup, on va le déclarer ici.
the script starts de central logic of Go Harbor in a cluster. Ok. Donc, qu'est-ce qu'ils ont nos entry points de particulier? Alors déjà, on peut leur adjoindre deux variables grâce au flag suivant, copint init container support et copint no init. Qu'est-ce que font ces deux flags et donc ces deux variables d'environnement une fois qu'ils sont paramétrés? Eh bien, copint init container... Je vais refaire. Copint init container support permet de rendre compatible le conteneur avec des outils de déploiement et d'orchestration de conteneurs qui ne gèrent pas les conteneurs d'initialisation. Typiquement Docker Swarm. Un conteneur d'initialisation, c'est quoi? C'est un conteneur qui démarre avant les autres conteneurs, qui fait un certain nombre d'étapes et qui s'arrête. Et puis ensuite, les autres démarrent. Ensuite, au cours de, les autres démarrent. Mais l'initialisation s'arrête au bout d'un moment. Donc c'est pas un service, ça ne dure pas indéfiniment. Le cycle de vie, c'est ça fait des étapes et ça s'arrête. Point. Eh bien, il y a des orchestrateurs qui prennent pas ça en charge. Il y a des orchestrateurs pour qui, quand un conteneur s'arrête, c'est qu'il a un problème, il a un bug. Et donc c'est pour ça que je mets en place ce flag-là. C'est pour en gros faire un sleep infinity, c'est-à-dire qu'en gros le conteneur s'arrête pas. Il continue à tourner même s'il fait rien. Du coup, les orchestrateurs sont contents. Voilà. Ça, c'est le premier flag. Le deuxième flag, c'est copint no init. C'est en gros un flag qui permet d'évacuer toute la logique propre à ce conteneur. Donc, dans le cas de celui-là, il se déclenche ici. Et c'est au cas où vous voudriez utiliser nos conteneurs avec vos propres logiques de démarrage, c'est-à-dire au cas où vous voudriez utiliser par exemple le conteneur que je suis en train de construire là, qui contient le code du corps de GoHarbor, mais que pour autant, vous ne vouliez pas démarrer le corps de GoHarbor, parce que vous l'utilisez pour autre chose. Eh bien, vous pouvez utiliser ce flag-là, ce qui fait que ça chantera totalement la procédure de démarrage du process, et vous mettez votre propre logique. Pour mettre votre propre logique, on a un truc en plus, qui est des init, des crochets, des hooks d'init script. C'est-à-dire qu'en gros, si vous mettez un fichier shell dans ce répertoire monté dans le conteneur, eh bien, il sera exécuté avant la logique. Si vous le mettez dans ce répertoire-là, post, il sera exécuté après la logique. Donc ça vous permet de modifier le comportement de votre conteneur si vous voulez. Voilà. Alors, et ça, le wait for init, c'est parce que ce conteneur, c'est pas un conteneur init, c'est un conteneur de service. Alors, on laisse quand même le flag copint no init pour la compatibilité éventuelle, mais c'est pas un conteneur prévu pour de l'init, c'est un conteneur de service, et donc il attend que le conteneur init est fini. Et comment il peut vérifier que le conteneur est fini? En attendant qu'un fichier soit présent dans un montage commun. Voilà. Et donc c'est ça qu'il attend là. Alors, j'ai bien parlé, maintenant je vais écrire un peu. Donc, comment il start le process justement? Alors on va voir ici. Alors, il y a des vieux tests dans tous les sens. Harbor. Docker. PS, il n'y a rien qui tourne en ce moment, je pense. Ah oui, je suis en Vagrant. Donc on va faire un sudo install, comme la dernière fois. Voilà. Et on va regarder les conteneurs qui nous sortent. Ok. Ah. Ok.
Il y a un autre moyen de voir ça, qui est plus simple. C'est d'aller dans les assets et fouiller dans les assets. Arbor, il nous sort ici dans le make, Photon, les assets qui nous intéressent. Core, avec Dockerfile, et l'entry point. Et donc ce qui m'intéresse, c'est savoir ce qu'il fait avec Arbor Core. En fait, Arbor Core, il appelle juste Arbor Core. Alors, il faudra que je trouve où il paramètre l'accès à la configuration, au fichier de configuration. Donc notre init script, pour l'instant, il se résumerait à ça. Je garde le $@ qui est donc le pass-through de variable bash pour pouvoir modifier le comportement d'Arbor Core en mettant des choses dans le CMD de votre Docker Compose. Ça permet comme ça de rajouter de la flexibilité. Mais là, il y a quand même une inconnue, c'est que comment il retrouve son fichier de configuration? Il est stocké où, son fichier de configuration? Est-ce que s'il est stocké dans un bon répertoire, il le repère par défaut? Ou est-ce qu'il y a un flag pour le récupérer? C'est la question. Du coup, on va chercher. Le conteneur Arbor. Ne semble pas chargé de configuration par défaut. Par défaut à la française. Ou il la charge silencieusement. Il faut donc trouver comment charger un fichier de configuration spécifique. Voilà. Donc on va chercher ça. Alors je viens de me dire là à l'instant que j'avais pas fait de volume spécifique pour ça. Donc il faudra que je me pose la question, est-ce que c'est pertinent de faire un volume spécifique pour ce chemin-là? De marquer volume. Bon, c'est pas le sujet du moment. Je vais le noter. Attendez, je vais mettre ça sur mon GitLab actuel. Pourquoi il faut noter les volumes? Parce que ça permet qu'ils soient correctement déclarés par les outils qui gèrent du conteneur. Et donc c'est pas mal, par exemple, pour la gestion des droits, des choses comme ça. Des permissions. Donc, on revient sur Arbor Core. Donc ça, c'est Docker Distribution, on verra plus tard. Arbor Core. Arbor Core, ok. Moi, ce que je veux, c'est le repo officiel
d'Arbor. Donc on va faire Go Arbor. Et on va voir Configuration Load. Donc, registre ICTL, il load un fichier de configuration. On va mettre les issues de côté. Ah, le wiki, il y a peut-être quelque chose? Vous savez, on peut aussi tout simplement regarder dans le Docker Compose qui a été généré ici pour voir où il monte le fichier de configuration. Donc c'est Arbor Core qu'on recherche. Arbor Core, voilà. Donc on monte un data, on monte un CA, on monte des certifs. Voilà. Common config core app etc core app.conf. Donc on a un fichier app.conf ici. Common config core env. Est-ce que c'est par des variables d'environnement? C'est possible. Ah, Nano. Oui, j'utilise Nano, hein, pas VI. Ah oui, config pass. Parfait. Parfait. Ah, et on fait tous les réglages ici. Pas nickel. On le saura. Alors. Dans l'app.conf, il reste quoi du coup? D'accord, le nom de l'app, le run mode prod, des zip et le port. Ok. Ben parfait. Du coup, ce qu'on va faire... En général, je les mets dans quel répertoire les configs? On va voir ça. Je les mets dans un dossier .config. En général, c'est ce que je fais. Dans un dossier .config. Dans le dossier du user qui fait tourner le process. Bon. Bah, c'est ça qu'on va faire. Du coup, on va faire... une étape particulière ici. Qui est non pas un vagrant wordir, mais un Go Arbor Configurations Directory. Voilà. Bon, pour ce que j'en ai vu, les configs, elles sont plutôt statiques. Hein. C'est-à-dire, quel que soit le déploiement, elles ne changent pas trop, hein, le fichier de config. Il n'y a pas d'histoire de nom de domaine, d'IP, de secret. Non, ça semble stable. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est on va en faire un fichier et pas un template. Donc on va se faire ça. On va nommer ça app.conf. Voilà. Et on va lui mettre dedans les valeurs qu'on retrouve ici. Donc on va partir des valeurs par défaut et ensuite on va adapter aux valeurs qu'on veut. Voilà. Du coup, ce fichier de config, on va le charger en faisant un copy. Donc, ceux parmi vous qui connaissent Ansible savent comment on fait. Load de
Go Harbor Core Configuration File. Ouh, je regarde que la VOD, on est déjà à 1 heure passée. Donc la VOD, la suite au prochain épisode. Salut!